Ebola constitue une épreuve pour toutes les sociétés, pour tous les pays. Elle touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus privé, mais implique aussi bien l'espace public, les sciences, les questions éthiques, etc. Vaste champ donc, où les sciences sociales, je dirais presque par nécessité, ne peuvent être qu'impliquées. L'impuissance biomédicale actuelle en matière de vaccination ou de guérison, expliquant pour une bonne part cette nécessaire implication. Ceci s'applique bien évidemment à l'Afrique, particulièrement où l'épidémie est en expansion. Même les chercheurs en sciences sociales qui ne s'intéressent pas directement à Ebola ne peuvent que la rencontrer au détour de leurs enquêtes. Car celle-ci tend à affecter directement les relations, les modes de reproduction et les représentations sociales, et de se retrouver du même coup, suivant des modalités particulières, dans tous les secteurs de la société globale, économique, politique, idéologique. Ma deuxième remarque concerne la nécessaire fonction critique des sciences sociales. Je dirais ici que la recherche biomédicale et épidémiologique est une chose, et une chose éminemment respectable et éminemment indispensable. Toutefois, la question d'Ebola dépasse, et a dépassé de loin, l'univers des laboratoires et des modèles épidémiologiques. Elle s'est faite construction sociale, notamment à travers des discours syncrétiques, où se mêle bien souvent un peu de science et beaucoup de sens commun et d'idéologie. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'Afrique, où on l'a vu, sans que ce soit pour l'heure positivement démontré, le continent africain devenir le berceau d'Ebola. Sur cette question, les sciences sociales peuvent encore évaluer les effets pervers ou plus simplement les dégâts provoqués par ce que nombre d'Africains ont perçu comme un stigmate supplémentaire que l'on aurait appliqué à l'Afrique, rendant du même coup peu crédibles les campagnes d'information et de prévention. Les sciences sociales doivent sans cesse débusquer les préjugés et les effets contre-productifs des discours qui n'ont que l'apparence de l'objectivité scientifique. On peut espérer que par là, notamment, elles pourront se rendre utiles à la lutte contre Ebola. Ce texte que je viens de vous lire est un plagiat. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être vous n'aurez pas lu ce texte, mais les plus anciens ont sans doute reconnu le texte introductif de Jean-Pierre Dozon, publié dans les actes de l'atelier Les sciences sociales face au sida en 1993. Je n'ai fait que remplacer sida par Ebola. En faisant ce petit exercice, au-delà de la blague, car je suis sûr que vous tous, vous l'aviez reconnu, il semble que rien n'ait vraiment changé, tant Ebola et sida semblent superposables. Proposant une synthèse générale des travaux de cet atelier, Françoise Héritier écrit « C'est en raison de ces spécificités, du fait de l'irréversibilité de la contamination, du fait qu'il n'y a pas de guérison, du fait de l'ampleur du mal que Ebola pousse d'un coup à penser qu'il faut peut-être, pour atténuer ses effets et enrayer l'épidémie, se tourner vers d'autres disciplines que la médecine ou la recherche biologique et clinique. » Elle poursuit. S'il y a une chose qui serait pour nous inadmissible, c'est de devoir apparaître comme des auxiliaires techniques. Je crains malheureusement que dans un certain nombre de cas, il y ait dans la demande qui nous est faite ce souci d'utiliser un savoir, mais d'en prendre au choix ce qui peut être utilisable ou ce que l'on veut bien en retenir. Je demande que nous soyons entendus à part entière, avec la totalité des messages que nous avons à apporter, et savoir aussi que nous n'avons pas de recette miracle à fournir. Que nous ne venons pas en vous disant « nous allons fournir la solution à votre problème ». Nous voulons bien travailler à part entière avec vous pour essayer de trouver des solutions ensemble pour un problème que nous allons avoir à traiter pendant longtemps. En revenant un peu plus de 20 ans en arrière, il me semble que finalement rien n'a changé. Pourtant, plutôt que d'inventer la tradition, en faisant référence à Jean Pouillon et à son fameux article « Plus c'est la même chose, plus ça change », et donc aller chercher dans le passé un modèle qui justifierait nos façons de faire du présent, j'aimerais en fait ici à la fois rappeler à la fois les éternelles questions posées et non résolues de la collaboration des sciences sociales et des disciplines biomédicales et épidémiologiques, mais également soulever les questions inédites posées par les 2 années écoulées. La première remarque qu'on peut dire sur les 2 années écoulées, c'est la très forte mobilisation des anthropologues dans Ebola. Vous l'aurez remarqué, 2014-2015 a donné lieu à ce qu'on a défini comme une mobilisation sans précédent
des anthropologues au cœur de ce qui a été dénommé en Guinée la riposte contre Ebola. De la coordination nationale en passant par les opérateurs humanitaires ou sanitaires jusqu'aux organismes de recherche, CDC, INSERM, IMT d'Anvers, nulle organisation qui n'ait pas mis en avant la contribution des anthropologues à leur action. D'ailleurs, la presse française a souligné cet engagement des anthropologues dès mars 2014, puisque Rémi Barou, dans le journal Le Monde, intitule un papier « Des anthropologues en première ligne contre le virus Ebola ». Et il écrit dans ce papier « Les anthropologues se sont confiés la délicate mission de négocier avec les familles des défunts contaminés par le virus, l'adaptation des rites funéraires, rappelant ainsi les risques de la contamination associée aux pratiques funéraires. Il rapporte les propos d'un logisticien d'MSF Belgique. Ce sont des situations très sensibles et les anthropologues aident les spécialistes de la logistique à négocier. » Rémi Barou conclut « Tout doit se faire avec tact, diplomatie. » Puis il cite à nouveau le logisticien de MSF Belgique. « On s'est rendu compte qu'en arrivant dans un foyer en tenue complète d'isolation, avec combinaison et masque et casque, cela faisait peur et empêchait le contact, raconte Peter Maas. On arrive alors en civil et une personne s'équipe dans la maison en proposant aussi à un membre de la famille la même tenue. » Cette expérience des anthropologues embarqués n'est pas nouvelle et le sarcasme que je mets en la racontant souligne, pose la question de savoir s'il est nécessaire d'être anthropologue pour se poser la question de est-ce que ce serait mieux de venir avec un masque ou sans masque pour parler à quelqu'un qui vient de perdre sa mère ou sa fille. Cette expérience des anthropologues embarqués n'est pas nouvelle. Epelboin et Hewlett en ont parlé en Afrique centrale il y a de cela déjà très longtemps, puisque dès 1976. Hein. Gasquet-Blanchard, dans son bouquin qui est sorti à l'occasion de l'épidémie d'Ebola, qui traite de l'épidémie aussi en Afrique centrale, sont trois exemples, pas toujours heureux, comme le rapporte Clélia Gasquet-Blanchard, en soulignant pour elle les difficultés d'être femme et chercheuse en sciences sociales au milieu de virologues masculins et la persistante remise en cause de la pertinence des analyses proposées par les sciences qualitatives. Alors, quelle a été la place des anthropologues dans les institutions de la riposte? C'est important de s'arrêter un petit peu et de ne pas parler globalement. Ils ont été, pour la plupart, consultants à l'OMS, à l'UNICEF, placés sur le terrain ou auprès de la coordination nationale. Ils étaient qui? Ils étaient les titulaires de master, sans formation spécifique, ni aux questions de santé, encore moins à la littérature concernant la Guinée-Conakry. Et ils sont devenus des anthropologues sur le terrain pour MSF. Et pour toutes ces ONG que j'ai citées. Les académiques, on n'était pas très nombreux, ont été le plus souvent embarqués dans les essais soit en Sierra Leone, soit en Guinée. Malgré la diversité des inscriptions institutionnelles, lors de l'épidémie, l'intervention des anthropologues se résume finalement à trois activités principales. Première activité, conseil en communication. Deuxième activité, levée de résistance. Troisième activité, police. J'en veux pour preuve, là je ne suis pas sarcastique du tout, j'ai analysé systématiquement l'ensemble des sites-rep produits, donc les rapports de situation produits par l'OMS, diffusés en Guinée chaque jour et synthèse chaque semaine. Dans les sites-rep qui couvrent la période de l'épidémie, l'anthropologie est associée aux notions suivantes: communication, investigation, mobilisation sociale, engagement communautaire quand même, recommandation, réticence, perdu de vue. Et ils sont remerciés pour leur intervention dans la lutte contre les réticences. Ils accompagnent le cerclage pour expliquer aux gens que ça va être sympa d'être enfermé, qu'il faut rester calme, font de la sensibilisation ou cherchent les patients. Ce qu'ils ne font pas, et c'est la grande différence avec le VIH, ils ne font pas d'enquête CAP, mais sans doute n'avaient-ils pas le temps de les mettre en place en Guinée au moment de l'épidémie, sauf au Mali. Et d'ailleurs, on a vu lors de la conférence Ebo-Dakar, des enquêtes CAP menées sur Ebola au Mali, ce qui rappelait, ça sentait bon, les premières études sur le VIH, dont pourtant on a expliqué qu'elles étaient problématiques. Ce qu'ils font autour de la riposte, mais dont l'impact direct pour la riposte reste à évaluer, c'est l'ethnographie de la riposte, la production et la diffusion de savoir. Et je mentionne l'existence des deux réseaux, le réseau ebolaanthropologie.net anglophone et le réseau SHS Ebola francophone, qui diffusaient de l'information, mais dont finalement il est difficile de savoir quel a été l'impact direct sur la riposte. Par exemple,
alors que le réseau ebolaanthropologie.net a diffusé des textes extrêmement importants pour donner des conseils. Les gens de ce même réseau avec qui j'ai échangé et qui ont été aussi conseillés auprès du ministère de la Défense britannique expliquaient que les conseils qu'on donnait au ministère de la Défense britannique, c'était une demi-feuille avec 4 bullet points. Donc rien à voir avec ce qui circulait dans les réseaux d'information. Cette dernière activité est néanmoins à souligner, car elle témoigne de la collaboration et de l'engagement de multiples chercheurs, dont certains hors du champ de la santé. Et, entre parenthèses, on peut penser que l'expérience d'Ebola consacre le retour des aires culturelles, aussi bien en sciences sociales qu'en biomédecine, puisqu'on a retrouvé sur le terrain des personnes formées soit au pays, parlant la langue ou ayant travaillé déjà dans les pays, et donc ayant la capacité de rapidement intervenir. C'est ce qu'on a vu en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Mais du point de vue médical, on a vu aussi le grand retour de l'école de médecine tropicale bordelaise, où finalement, ceux qui ont été les premiers en mesure d'être sur le terrain et de mettre en place des essais sont ceux qui sont dans une tradition d'intervention et de connaissance de la façon de monter des essais cliniques dans ces situations-là. Et c'est intéressant parce qu'on a cru que c'était fini, les aires culturelles et la médecine tropicale, et on voit finalement revenir la légitimité de ces secteurs. Qu'est-ce qui est inédit dans cette histoire? Là, on pourrait penser que je vous ai dit, tout est pareil, tout est la même chose. Qu'est-ce qui est inédit? Alors évidemment, on pense à l'expression de Daniel Defer en 89, définissant le malade comme un nouveau réformateur du social, et ce terme a fait florès depuis et avec raison. Cependant, sur bien des points, même si Sida et Ebola semblent parents, sur bien des points, Ebola se distingue. Il est sans doute trop tôt aujourd'hui pour évaluer par exemple l'impact qu'auront les associations de malades qui étaient au cœur de la réforme sur le sida. Même si les modèles sida ont très vite poussé les gens à mettre en place des associations de malades, aujourd'hui les associations de malades n'ont rien à voir avec ce qu'était celle du VIH. Elles récupèrent les codes, mais leur puissance est très différente. Elles émergent à la croisée de logiques de captation de ressources, tant du point de vue du corps médical qui constitue les premiers membres de ces associations de malades en Guinée, que du point de vue d'acteurs de la recherche, soutenant l'émergence d'associations de malades afin de mettre en place leurs projets de recherche. Et je pense notamment à l'intérêt de certains chercheurs qui ont poussé à l'émergence d'associations de malades pour pouvoir collecter du sang, et parce qu'il y avait besoin d'interlocuteurs pour négocier l'accès au sang des survivants. Dans la reproduction, c'était à la fois une urgence liée à la nécessité de capter une ressource, alors que l'accès au sang des survivants est un marché extrêmement concurrentiel en Guinée. Il y a des chercheurs, c'est pas des Français, il y a des chercheurs, je le dis pour si les gens se sentent visés, c'est pas des Français, qui achètent le sang très très cher, qui achètent le sang, ce qui veut dire que, petit commentaire par rapport aux rumeurs, parfois les rumeurs sont vraies, parfois les rumeurs ne sont pas qu'imaginaires. En Guinée forestière, il y a vraiment un tarif assez élevé pour vendre son sang. Donc, évoquer la mobilisation des malades en contexte d'Ebola pose pour l'heure encore problème, quand on sait que 50% d'entre eux sont morts et que les autres ne constituent pas encore une force politique. Ainsi, ce qu'Ebola révèle également, c'est finalement, je pense, l'accélération de l'histoire. En quelques mois, les dispositifs de recherche ont été mis en place, avec l'incitation, comme le rappelait d'ailleurs très justement Bernard, avec l'héritage du modèle ANRS, qui a fait la différence, et ça s'est senti dans les 3 pays, le fait que la culture ANRS d'associer des sciences sociales et de la biomédecine a été cruciale dans la mise en place de la riposte française en Guinée, avec l'incitation donc au développement parallèle de recherche en SHS, dont les conditions de collaboration, on l'a vu, sont sujets à discussion. En 2 ans, on observe aussi, dans 2 ans, on retrouve la longue durée de l'histoire du VIH, avec amour et désamour entre SHS et biomédecine. Convocation d'un SHS, puis annonce d'un vaccin. Et quand le vaccin est annoncé, déjà au ministère de la Santé guinéen et des acteurs comme le CDC remettent en cause la nécessité d'avoir des études anthropologiques, puisqu'on a une réponse qui se profile, qui est une réponse d'ordre vaccinal.
Désamour donc des SHS, mise en place des essais, reconvocation des SHS parce que finalement c'est compliqué de mettre en place un essai, on a besoin d'un apport en médecine communautaire. L'avenir nous dira quel a été l'impact de ces dernières participations. Il est aujourd'hui sans doute trop tôt d'en parler. Autre point que révèle Ebola, c'est l'héritage de l'expérience du VIH dans la construction des questions de recherche biomédicale. Par exemple, dès le début, il y a eu un appel à travailler sur des multithérapies, en disant il ne faut pas recommencer les mêmes bêtises qu'on a fait au VIH. Je me rappelle de confs téléphoniques où le grand débat c'était ne recommençons pas nos bêtises et réfléchissons dès maintenant à des multithérapies pour aller plus vite. Une autre chose que nous apprend Ebola, c'est la compétition féroce entre les compagnies pharmaceutiques et les enjeux industriels de la riposte. Par exemple, l'action de Fuji grimpe au Fujifilm, qui est donc le laboratoire qui annonce donner gratuitement le médicament Favipiravir pour l'essai JIKI, donc mené par l'INSERM en Guinée. Lorsque Fuji annonce qu'il donne gratuitement, dans sa grande générosité, les médicaments, quand Toyama annonce ça, les actions de Fuji montent et j'ai rencontré des soignants, une médecin américaine qui m'expliquait que quand même elle avait des actions dans ZMAP avant de partir pour travailler pour Fuji et elle avait vendu ZMAP pour acheter Fuji, bien lui en a pris puisque ça avait augmenté. Le poids donc des compagnies pharmaceutiques aussi dans la définition des protocoles relatifs aux essais vaccinaux. Et évidemment, les Sound Studies nous montrent ça depuis longtemps, que la construction d'un protocole, ce n'est pas uniquement une histoire du meilleur protocole purement scientifique, la science pure n'existe pas, mais c'est aussi le produit de tension, et qu'à partir du moment où une compagnie pharmaceutique donne son médicament, elle a aussi des exigences quant à la façon dont le médicament va être comparé d'un à un autre. Les âpres débats également autour de la validité des résultats des essais hors des RCT, qui masquent aussi bien sûr des enjeux de diplomatie scientifique et des enjeux qu'on pourrait définir rapidement, je n'ai pas le temps de développer, nord-américains, européens, on peut dire ça, et, enfin pas que, mais en partie. Également, la place, une autre leçon extrêmement intéressante sur laquelle on doit réfléchir, c'est la transformation du registre des ONG, c'est-à-dire la place aujourd'hui extrêmement importante des ONG, non seulement comme des opérateurs des essais, mais également dans le cadre de la définition des questions de recherche, des modalités pratiques et éthiques de réalisation des essais cliniques et de la valorisation de ces résultats. Aujourd'hui, j'ai fini. Aujourd'hui, les ONG ne légitiment plus leur action simplement au nom d'une vie dont Didier Fassin a fait la critique et qu'il faut sauver, mais sur leur capacité à générer de la science et à fonder leurs opérations humanitaires dans un registre scientifique. Et on l'avait déjà vu notamment avec Épicentre d'MSF, mais Ebola le rend visible d'une façon très très forte. Le rôle de plus en plus important joué dans les dimensions scientifiques des ONG. L'intrication enfin de la riposte Ebola a des enjeux sécuritaires et sanitaires intriqués dans les enjeux de la riposte. Intervention humanitaire et militaire, réponse médicale et tests en conditions réelles de dispositifs de surveillance épidémiologique. Dans la riposte Ebola, vous aviez, que ce soit en Guinée ou dans les autres pays, les armées et les départements de lutte biologique des armées respectives de nos pays qui allaient tester leur capacité à projeter des dispositifs de riposte. C'est le cas du centre de traitement MSF, du centre de traitement des Français, de l'armée française en Guinée. C'est la même chose au Libéria et en Sierra Leone. Et également, on observe qu'en même temps, à la faveur de la mise en place d'Ebola, l'OIM, l'Office international des migrations internationales, organise le renforcement du contrôle des frontières, accomplissant d'une pierre deux coups, puisqu'elle permet de mieux organiser le contrôle des frontières. Et par exemple, sur la frontière sierra-léonaise guinéenne, on a construit des postes frontières médicaux. Et à côté de ces postes frontières médicaux, on a aussi construit des postes militaires pour contenir les migrants en même temps qu'on contenait l'épidémie. Et ces postes frontières aujourd'hui sont fonctionnels et servent encore à gérer la migration. Et dernier point, on observe également la reproduction des liens de dépendance postcoloniale et voire le retour de relations fanées. En Sierra Leone, c'est la Grande-Bretagne. En Libéria, pour les USA pour le Libéria. La Guinée en France, par exemple. En Guinée, l'épidémie Ebola consacre le retour de Pasteur à Conakry. Enfin, d'abord en Guinée, et puis à Conakry.
comme avait écrit Tierno Monenambo lors des dernières élections, des avant-dernières élections guinéennes, et il avait écrit « L'ONU recolonise l'Afrique », on peut observer dans le contexte guinéen que le pays qui était largement délaissé, où il y avait une petite représentation IRD et pas du tout de représentation de Pasteur depuis 1958, alors que la Guinée avait été le lieu où Pasteur a trouvé le médicament de la tuberculose, à la faveur d'Ebola, Pasteur revient en Afrique et l'IRD également retrouve une implication plus forte en Guinée. Donc Ebola met en lumière de façon dramatique ce que signifie le Global Health, une gouvernance transnationale de la santé fondée sur une utopie technologique, celle de nos médicaments pourront résoudre l'ensemble des problèmes qui ont été ceux d'Ebola, sans par exemple prendre en considération les enjeux d'inégalité, d'accès au système de santé, de dysfonctionnement du système de santé. L'objectif affiché de gérer le risque au-delà des frontières occidentales pour l'anticiper et consiste donc moins en une amélioration des systèmes de santé que dans le développement d'une capacité de surveillance épidémiologique, d'alerte et de maîtrise du risque de contagion et du maintien du risque de contagion à l'extérieur au niveau local. C'est le cas par exemple du projet H2020 qui commence, qui s'appelle Reaching Out, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc un exemple de cette utopie dans la technologie et de la projection de ces technologies à l'extérieur, c'est la Smart PPE. Je vous invite à aller le voir sur Internet, développée par l'École Polytechnique de Lausanne en collaboration avec MSF, qui est en fait une nouvelle tenue de protection qui va permettre aux acteurs de rester peut-être 4 heures au lieu de rester 45 minutes avec des ventilations dans le dos et dans la tête, qui en fait, donc, alors qu'on en revient et on critique même au sein de MSF et de toutes les organisations, le modèle de prise en charge qui était celle de l'encampement, en fait, on développe aujourd'hui des technologies pour mieux encamper. Ces nouvelles dynamiques imposent de dépasser, je pense, la zone de confort des problématiques classiques de l'anthropologie de la santé et de développer des problématiques et des méthodologies à la hauteur des enjeux transnationaux, éthiques et politiques qu'elles posent. Il s'agit donc d'inscrire les analyses dans la longue durée de la santé publique en Afrique, des relations des populations avec l'État et des élites qui aujourd'hui sont bien souvent cosmopolites, des enjeux sécuritaires et sanitaires de la Global Health manifestent dans ce qu'on observe et qu'on appelle aujourd'hui la preparedness. Et je vous remercie.